Ils étaient l'organisation terroriste la plus redoutée au monde, celle qui a mis l'Amérique à genoux. Puis ils ont disparu. Du moins c'est ce que tout le monde pensait. Mais ils n'étaient pas partis. Ils se reconstruisaient dans l'ombre. Découvrez comment Al-Qaïda s'est effondré, évoluant vers une menace encore plus dangereuse. Le 11 septembre 2000, deux boules de feu ont explosé dans le ciel de New York, et avec elles, Al-Qaïda s'est annoncé au monde de la manière la plus brutale qui soit. Au déjeuner, le monde avait changé, et près de 3000 personnes étaient mortes. 19 terroristes munis de cutters détournèrent 4 avions, détruisant les tours jumelles et frappant durement le Pentagone. L'impact sur la conscience publique fut immédiat. En quelques semaines, 90% des Américains reconnaissaient Oussama Ben Laden. Son visage était partout. Ben Laden avait réalisé le rêve de tout terroriste, devenir le centre de l'attention mondiale. Surtout, il avait montré qu'une petite organisation pouvait faire plier la seule superpuissance mondiale. La suite fut inédite dans l'histoire du terrorisme. Al-Qaïda a cessé d'être simplement un groupe, c'est devenu une marque, un mouvement, et les recrues se sont précipités pour rejoindre le combat. De 1996 à 2000, un plus de 20 000 combattants ont été formés dans les camps d'Al-Qaïda en Afghanistan. C'est comme si une ville entière suivait une masterclass de fabrication de bombes, de guérilla et d'idéologie violente du groupe. C'était une machine construite à partir de la colère, de l'ambition et des opportunités, et elle grandissait plus vite que quiconque ne le réalisait. L'organisation attirait de jeunes hommes de Londres, Paris, Arabie Saoudite, Indonésie et d'autres pays, provoquant une fuite des cerveaux, tous achetant ce qu'ils voyaient comme des billets aller simples pour la plus grande guerre sainte. C'était un réseau mondial de ressentiment, uni par le message djihadiste de Ben Laden vers un but unique. En 2010, l'organisation avait des groupes officiels dans 7 pays, et des cellules actives dans des dizaines d'autres. Ils avaient franchisé le terrorisme. Chaque groupe affilié était autonome et gardait le nom Al-Qaïda. Toute l'expertise et la notoriété associées, ils maîtrisaient aussi très bien les médias et la propagande. La branche As-Sahab Media diffusait des vidéos au montage professionnel avec graphismes, musique et sous-titres multilingues. Ils ont même lancé un magazine en anglais, élégant et moderne, avec des justifications religieuses pour la violence et des guides pour fabriquer des bombes. Il a tous les fantômes. Il a touché des millions de personnes en ligne, grâce à un contenu professionnel conçu pour une large diffusion. Ils avaient compris ce que beaucoup d'autres groupes terroristes ignoraient. Pour survivre dans le monde moderne, il faut attirer l'attention et contrôler le récit. Les algorithmes modernes auraient 1000 fois amplifié leur message. Pour Al-Qaïda, le champ de bataille était aussi l'écran, pas seulement le désert ou les montagnes. Ils gagnèrent déjà. Même avant le 11 septembre, Al-Qaïda avait un budget annuel de 30 millions. Ces fonds venaient de riches donateurs du Golfe, transitant par des associations caritatives et fondations religieuses. Certains de ces donateurs savaient exactement dans quoi ils investissaient leur argent. Al-Qaïda avait fait des boîtes de dons et œuvres caritatives islamiques, un réseau mondial de financement. Avec cet argent, ils pouvaient agir comme une vraie organisation. Ils avaient des comptables, des logisticiens, et même un service ressources humaines pour recruter et vérifier les nouveaux membres. Et Al-Qaïda savait comment utiliser ces ressources. Au lieu de financer de grandes attaques, comme le 11 septembre, ils inspirent, conseillent et soutiennent indirectement de petites cellules extrémistes. Des opérations peu coûteuses à impact maximal. En 2004, à Madrid, un réseau djihadiste local a fait exploser des trains de banlieue, tuant 193 personnes. Les services clandestins de renseignement ont découvert plus tard que l'attaque avait coûté seulement 10 000 € à organiser. En 2005, à Londres, des extrémistes locaux, influencés par Al-Qaïda, ont attaqué le métro, tuant 52 personnes et en blessant 784. À Mumbai, en 2008, un groupe militant pakistanais a mené une attaque de 3 jours qui a fait 175 morts. Cela a montré comment des extrémistes entraînés pouvaient paralyser une grande ville à moindre coût. Ce n'étaient pas des explosions aléatoires, c'étaient des signaux, la preuve que l'influence d'Al-Qaïda pouvait s'étendre à travers des groupes locaux. Certaines attaques étaient planifiées par eux, d'autres seulement inspirées à distance. Parfois, ils se contentaient d'encourager en coulisses et revendiquaient les attaques après. Mais le message restait, personne, ni aucun lieu n'était sûr. À la fin des années 2000, Al-Qaïda était la référence du djihad mondial. Toutes les agences de renseignement du monde étaient obsédées par leur traque. Leur puissance, influence et notoriété surpassaient largement tous les groupes terroristes précédents. Et c'est précisément à ce moment-là que leur monde a commencé à s'effondrer. Les États-Unis et leurs alliés voulaient en se venger. L'opération Enduring Freedom a débuté en octobre 2001. À son apogée,
plus de 130 000 soldats internationaux traquaient Al-Qaïda en Afghanistan. Le régime taliban qui les abritait s'est effondré en environ 6 semaines. En un instant, tous les camps et planques d'Al-Qaïda, bâtis en des années, furent détruits, et ses chefs se dispersèrent dans les montagnes du Pakistan. Mais le véritable bouleversement a été la révolution de la guerre par drones en 2004. Les États-Unis ont effectué une frappe de drones au Pakistan, puis 128 en 2010. Entre 2004 et 2018, 414 frappes de drones auraient tué 3000 à 4000 personnes selon les estimations. Les missiles Hellfire à 9000 mètres sont désormais la norme lors des réunions de la direction d'Al-Qaïda. Entre 2001 et 2015, plus de la moitié des hauts dirigeants d'Al-Qaïda ont été tués ou capturés. Les zones tribales du Pakistan sont devenues une zone de mort. Les dirigeants d'Al-Qaïda ne pouvaient presque plus agir sans craindre d'être visés par un missile. Le 2 mai 2011, des Navy Seals ont attaqué un complexe à Abbottabad, Pakistan. Oussama Ben Laden, le visage du djihad mondial, était mort. Al-Qaïda a voulu progresser avec Ayman al-Zawahiri, mais il manquait le charisme de Ben Laden. Il savait organiser, mais ne motivait personne. Lorsqu'il a été tué en juillet 2022, par un missile R-9X Flying Jinsu utilisant des lames au lieu d'explosifs, sa mort a à peine fait la une. Cela seul montre à quel point Al-Qaïda était tombé bas, et alors qu'Al-Qaïda vacillait, un monstre plus bruyant et plus sanglant est arrivé. La concurrence a été le vrai coup porté à Al-Qaïda. En juin 2014, Daesh a proclamé un califat islamique et a émergé mondialement à leur apogée. Il contrôlait un territoire de la taille du Royaume-Uni et générait entre 1 et 2 milliards par an grâce à la taxation du pétrole et au pillage d'antiquités. En 2 ans, plus de 30 000 étrangers ont rejoint Daesh, dépassant le recrutement d'Al-Qaïda. Daesh avait plus de 46 000 comptes, Twitter, diffusant des vidéos sophistiquées au style jeux vidéo et des mèmes. Les médias ne se lassaient pas de Daesh. Ils représentaient la nouvelle menace, le petit frère effrayant d'Al-Qaïda. Entre-temps, Al-Qaïda était passé du plus grand danger mondial à une actualité dépassée. Après la mort de Ben Laden et la montée de Daesh, les chefs d'Al-Qaïda ont pris une décision importante. L'ancien modèle terroriste, avec un leadership centralisé, des attaques spectaculaires et une présence médiatique constante, avait fait d'eux une cible immense. Alors ils ont fait quelque chose de contre-intuitif. Ils se sont décentralisés. Ce changement a été radical. Avant 2011, Ben Laden diffusait souvent des vidéos, et Al-Qaïda centrale supervisait des opérations mondiales. Après sa mort, le silence a remplacé les déclarations publiques par des messages cryptés. Ben Laden aimait la caméra. Ses successeurs ont appris à aimer l'ombre. Des opérateurs autonomes utilisèrent la marque Al-Qaïda, mais agissaient indépendamment. Les chefs régionaux ont eu plus de liberté et le commandement central est devenu consultatif. La doctrine favorisait l'expansion discrète aux actions bruyantes. Plutôt que de préparer une grande attaque contre l'Occident, l'accent a été mis sur l'infiltration des conflits locaux et l'évitement d'actions attirant les drones américains. Daesh répétait les mêmes erreurs, proclamant la victoire trop vite et terrorisant trop de locaux. Al-Qaïda ferait exactement le contraire. Ce n'était pas spectaculaire, ce n'était pas dramatique, mais cela fonctionnait. Ils se sont inspirés de la stratégie des talibans. Ils contrôlèrent plus de la moitié de l'Afghanistan fermement, fournissant des services absents du gouvernement. Les branches d'Al-Qaïda ont adopté la même approche. Au Yémen, Al-Qaïda, au pays du Maghreb islamique, a mis en place des tribunaux capables de résoudre les différends en quelques jours, alors que les tribunaux gouvernementaux prenaient des années au Mali et au Burkina Faso. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a mis en place des conseils de la Charia et élargi ses services hors du domaine judiciaire. En Somalie, Al-Shabaab distribue des céréales, touchant près de 2 millions de personnes par région. Le schéma était le même. Là où le gouvernement se retirait, Al-Qaïda prenait la relève. Ils ont même adopté une stratégie de mariage. Les chefs d'Al-Qaïda au Mali ont épousé des femmes locales, créant des liens tribaux et des réseaux de protection. Tout cela était logique, patient et enraciné. Mais le changement de temporalité restait sans doute le plus important. Différents pays et différentes cultures, mais la même stratégie d'infiltration progressive dans la vie quotidienne. Les branches d'Al-Qaïda avaient des plans sur 20 ans. Ils ont compris que dans une guerre asymétrique, la patience devient l'arme la plus puissante quand l'adversaire manque de temps. Al-Qaïda, dans la péninsule arabique, ou Al-Qaïda au pays du Maghreb islamique, a été qualifié par les services de renseignement américains de branche la plus dangereuse d'Al-Qaïda. Et cela s'explique. Ils ont organisé l'attentat du bomber en sous-vêtements. En 2009, des bombes dans des cartouches d'imprimante en 2010 et dans des ordinateurs portables en 2017. Ils ont souvent ciblé l'aviation occidentale, aidés par des experts comme Ibrahim al-Assiri, pionnier des explosifs non métalliques.
tué en 2018. La guerre civile au Yémen, depuis 2014, a favorisé Al-Qaïda au pays du Maghreb islamique, tandis que les Saoudiens et les Houthis s'affrontaient. Al-Qaïda au pays du Maghreb islamique profitait du chaos. Ils ont parfois combattu avec les forces soutenues par l'Arabie Saoudite contre les Houthis, tout en gardant leur autonomie. Vers 2015, à leur apogée, Al-Qaïda au pays du Maghreb islamique a fait ce qu'aucune autre branche d'Al-Qaïda n'avait réussi. Contrôler Moukalla, le plus grand port du Yémen, et sa ville voisine. Ils l'ont vite transformé en vache à lait djihadiste, taxant les cargaisons, extorquant les entreprises et pillant les banques pour des milliards de rials. Pendant plus d'un an, Al-Qaïda au pays du Maghreb islamique a contrôlé de longues portions de la côte sud et a fonctionné comme un mini-État. Aujourd'hui, il dispose de milliers de combattants opérant dans 5 provinces yéménites. Les États-Unis ont lancé des centaines de frappes de drones dans la région, tuant de nombreux chefs de Al-Qaïda au pays du Maghreb islamique, mais ils restent actifs. Un second front se formait discrètement à des milliers de kilomètres de là. Al-Qaïda connaît sa plus forte croissance dans le Sahel, en Afrique de l'Ouest. En 2017, 4 groupes militants ont fusionné pour créer le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, sous Al-Qaïda. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a établi une présence clandestine dans toute la région, s'installant dans des zones où les gouvernements sont à peine présents, en particulier dans les zones rurales du Mali, du Burkina Faso et du Nigeria. Au Burkina Faso, près d'un tiers du pays est contrôlé ou influencé par des groupes djihadistes et armés. Des millions vivent aujourd'hui sans État, dans des zones où la violence augmente chaque année. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans finance ses opérations en exploitant les économies illicites régionales, comme la contrebande d'or et les raquettes de protection. Il en résulte une organisation hybride, insurrectionnelle et criminelle, qui étend discrètement son influence dans l'une des zones de conflit à la croissance la plus rapide. Entre 2014 et 2022, la France a mobilisé 3000 soldats et dépensé plus de 500 millions d'euros par an pour Barkhane. Ils ont éliminé des dizaines de chefs et d'émirs affiliés à Al-Qaïda. Résultat, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans était plus fort en 2022 qu'à l'arrivée de la France. Al-Shabaab combattait en Somalie depuis 2006 et il est toujours aussi puissant à son apogée. Il contrôlait des grandes villes comme Mogadiscio et Kismayo. Il contrôle encore de vastes zones rurales au sud de la Somalie, malgré des années d'attaques américaines et somaliennes. On estime ses effectifs à plusieurs milliers, mais la durabilité d'Al-Shabaab tient surtout à son économie parallèle. Le groupe gère un système sophistiqué de taxation et d'extorsion qui cible absolument tout, générant bien plus de 100 millions par an dans de nombreuses régions. Les entreprises de construction et commerçants perdent des taxes au gouvernement somalien et à Al-Shabaab. Et tout cela parce que les collecteurs des militants se présentent réellement. Ils ont survécu à une invasion éthiopienne, aux forces africaines de maintien de la paix et à 31 frappes aériennes américaines en 2019. Ils ont mené des attaques dévastatrices, comme l'attentat au camion piégé de Mogadiscio en 2017, qui a tué plus de 500 personnes. Sous plusieurs aspects, cette version décentralisée d'Al-Qaïda est en fait plus dangereuse que celle du 11 septembre 2001. Il n'y avait qu'un seul Al-Qaïda central. Aujourd'hui, il y a 5 grandes filiales et des dizaines de cellules actives. Al-Qaïda au pays du Maghreb islamique, à elle seule, a eu plusieurs dirigeants différents depuis 2009, et ils sont toujours opérationnels. Le temps moyen pour remplacer un chef tué est de 2 à 3 mois. La principale différence avec Daesh, c'est que les militants d'Al-Qaïda sont majoritairement locaux. En d'autres termes, ils ne peuvent pas simplement rentrer chez eux. Quand les choses deviennent difficiles, ils sont déjà chez eux. Demandez aux grandes puissances mondiales, et elles vous diront qu'elles peuvent facilement éliminer une force d'invasion, mais qu'on ne peut pas éliminer une insurrection qui est locale. Al-Shabaab opère depuis 19 ans. Al-Qaïda, au pays du Maghreb islamique, depuis 16 ans. Le califat de Daesh a duré 3 ans. Lentement mais sûrement ne fait pas gagner de course, mais permet de remporter des guerres d'usure. Le défi du renseignement persiste. Entre 2014 et 2017, la grande majorité des ressources de la lutte antiterroriste étaient là concentrées sur Daesh. Al-Qaïda a profité de cette période pour s'étendre discrètement à travers l'Afrique et le Yémen. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans s'est formé au pic de l'agitation autour de Daesh, presque sans être remarqué. Aujourd'hui, le budget américain de la lutte antiterroriste a chuté par rapport à son sommet de 2008. Les frappes de drones ont baissé au Moyen-Orient, car la menace s'est déplacée à l'étranger, et il est impossible de tout surveiller à la fois. 20 ans après, le champ de bataille a changé depuis 2001, mais Al-Qaïda demeure. Elle demeure un réseau mondial actif avec de nombreux affiliés, des finances solides et une influence régionale. Ils réfléchissent en décennies, non en années, jouant la plus longue partie du terrorisme. Ils parient que les gouvernements échoueront plus vite qu'ils n'ont besoin de les conquérir,
Et pour l'instant, ce pari semble étonnamment sûr à prendre. Depuis le 11 septembre, les États-Unis ont tué des milliers d'opérateurs d'Al-Qaïda et dépensé des milliards en contre-terrorisme. Mais aujourd'hui, les affiliés d'Al-Qaïda contrôlent plus de territoires et de combattants qu'en 2001. L'Occident ne cesse de déclarer la victoire. Ben Laden est mort en 2011 et Al-Qaïda est fini. Et Daesh a été vaincu en 2019 et le djihad est terminé. En 2025, on se demande pourquoi Al-Qaïda est toujours évoqué en Afrique. Ils se sont effondrés en tant qu'organisation centralisée, mais sont revenus sous forme de réseau décentralisé. Le modèle de franchise a fonctionné. Ils n'ont plus frappé les États-Unis depuis 2001, mais se sont installés en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie du Sud. Ils survivent à la perte de leurs chefs et aux revers locaux. Ils ne sont ni plus grands, ni plus bruyants, juste plus difficiles à éliminer. Al-Qaïda a compris la règle clé de l'insurrection. Survivre assez longtemps pour que le monde finisse par se déconcentrer. Avant vous. Maintenant. Regardez comment l'équipe SIAL a éliminé Oussama Ben Laden minute par minute pour voir comment la mission s'est déroulée. Ou cliquez plutôt sur cette vidéo.